peine troublé par le cabotage de quelques barques de pêcheurs ou de rares navires de croisière, le Pô s'écoule paisiblement. Traversant le pays d'ouest en est, ce fleuve de 650 km, le premier du pays, est durant tout le Moyen-Âge et la Renaissance, un axe de communication essentiel pour les échanges commerciaux et culturels du nord de l'Italie. Au fil du temps, le long de son cours, naissent et s'épanouissent des cités resplendissantes. À bord du Michelangelo, nous allons découvrir quelques-uns de ces joyaux depuis la Lombardie et Crémone, où commence la croisière, jusqu'à l'Adriatique et Venise, où elle s'achève. Émergeant de la cité médiévale, le campanile de Crémone est le plus haut d'Italie. Depuis 1267, date de sa construction, la vie s'écoule paisiblement à l'ombre du géant de briques rouges d'une hauteur de 111 mètres. Piazza del Comune, c'est le cœur historique et le lieu de promenade et de rendez-vous préféré des habitants. Relié au campanile par un élégant portique, le Duomo de Crémone, avec sa façade de marbre rose, malgré quelques remaniements, est l'un des plus beaux exemples d'architecture romane lombarde. Alors que la fin du XVIe siècle marque le déclin et la fin d'une longue période de prospérité économique, Crémone s'illustre à nouveau dans le domaine musical, cette fois grâce à deux grands artistes. Le premier, Claudio Monteverdi, est entré dans l'histoire comme le créateur de l'opéra. Le second, Antonio Stradivarius, l'a rejoint comme le plus grand des luthiers. Près de 3 siècles après la disparition de Stradivarius, Crémone, capitale mondiale de la lutherie, accueille toujours dans les petits ateliers proches de la Piazza del Comune de jeunes créateurs. Ils maintiennent le fil de la tradition sans renoncer pour autant à l'innovation. Sono venuto qua 17 anni fa e Je suis venu à Crémone il y a 17 ans pour devenir luthier. J'avais fait une école de lutherie auparavant. J'ai rencontré mon vrai maître, un russe, Alexandre Krinov, grand violoniste et grand luthier, qui m'a enseigné l'art de fabriquer des violons qui sonnent bien. Il y a près d'une centaine d'ateliers à Crémone qui emploient environ 300 personnes. Normalement, pour faire un violon, il faut 2 mois. Un mois pour la fabrication et un mois pour le vernis. Ci vuole un mese più o meno per farlo senza vernice e poi un mese per verniciarlo. Una metà del foglio è l'abete, che è molto acustico. Parmi les bois utilisés, il y a le sapin, dont l'acoustique est très bonne. Il vient de Val di Fiemme ou de Val Canale. Ce qui compte, c'est l'altitude et la terre où il pousse. Le bois le plus beau vient de Bosnie ou du Monténégro. Il a un veinage incroyable, compact mais très léger. À l'époque de Stradivarius ou de Guarneri del Gesù, les violons produisaient un son tout à fait différent. Les luthiers d'autrefois ont eu un rôle très important, mais nous aussi, nous pouvons créer notre propre son. C'est notre rôle. Une bonne lutherie, c'est une lutherie vivante, fruit de l'énergie et de l'imagination d'un luthier de notre époque. Sinon, c'est une lutherie morte.
C'est au début du XVIIIe siècle que Stradivarius construit ses meilleurs violons. En 1961, la ville de Crémone réussit à acheter le meilleur d'entre eux, le Cremonese 1715. Chaque jour, afin de lui conserver sa vitalité, sa sonorité, le professeur Mosconi sort avec émotion le chef-d'œuvre de sa vitrine. Mon travail est vraiment très beau, parce que je joue sur des instruments uniques, créés par des grands luthiers d'autrefois. À commencer par André Amati, qui est le fondateur de l'école de Crémone, ou bien Antonio Stradivarius, ou encore la famille Guarneri, la dernière en date. Stradivarius est le plus connu des luthiers de Crémone, car il a vécu longtemps, de 1644 à 1737. Il a fabriqué au cours de sa vie plus de 1100 instruments, violon, violoncelle, harpe, guitare. Il était le meilleur, car il avait atteint le niveau le plus haut dans l'expérimentation des sonorités. Jusqu'à aujourd'hui, on a identifié à peu près 600 instruments sur les 1100 qu'il a fabriqués de son vivant, et dont 400 sont des violons. La mise à prix d'un violon de Stradivarius, bien conservé, sans atteindre pour autant la qualité des violons de 1715 comme celui que vous venez d'entendre, peut commencer aux environs de 15 millions de francs. Le rideau s'ouvre sur les ors du théâtre Ponchielli, qui brille comme enivré des sonorités de Stradivarius et de tous les grands maîtres luthiers de Crémone. L'image de la cité d'autrefois s'estompe peu à peu, tandis que les rayons du soleil couchant irisent les méandres du Pô. Au petit matin, le Michelangelo engage sa lente navigation en direction de la Vénétie. Première escale, Boreto. Une fois sorti des Alpes, le Pô s'écoule en pente douce au travers de la Lombardie. Une seule écluse à la sortie de Crémone sur près de 200 km témoigne du relief peu accidenté. Si le franchissement d'écluses ne pose aucun problème, le faible niveau du Pô exige par contre une extrême vigilance. Les bancs de sable ne sont jamais très loin, et leur position pouvant changer d'un voyage à l'autre, ils constituent le principal danger. Quel est le tirant d'eau du Michelangelo ? 1,40 m.
Et vous avez besoin d'une distance de sécurité? J'ai besoin de presque rien. Avec 10 cm de marge, je peux naviguer. Au milieu de la matinée, nous arrivons au ponton de Boreto. Aussitôt accostés, nous prenons la direction de Mantoue. Entouré de 3 lacs formés par le Mincio, un affluent du Pô, Mantoue est au Moyen-Âge une cité prospère. Tirant profit de sa position stratégique au confluent de plusieurs fleuves, Mantoue prélève des taxes sur les nombreuses embarcations chargées de marchandises en provenance ou en partance du puissant royaume de Venise. Mais c'est en 1328, avec l'arrivée au pouvoir des Gonzagues, que la ville va entrer dans l'histoire. Pendant 3 siècles, les Gonzagues vont attirer à Mantoue poètes, philosophes et quelques-uns des plus grands peintres de la Renaissance. Pour moi, la chose la plus intéressante, c'est l'urbanisme de ce palais, avec ses jardins et ses cours intérieures. Une véritable cité qui, bien que située à l'écart de la ville elle-même, en contrôlait toute l'activité. Le palais ducal est un ensemble de plusieurs bâtiments construits à différentes périodes, qu'on appelle aussi le palais en forme de ville. Nous sommes devant la partie la plus ancienne du palais. Après 1390, il a été agrandi par les Gonzagues. Ils y ont ajouté la colonnade et le grand salon situé à l'étage avec les grandes fenêtres en ogive. Peu à peu, petit à petit, les bâtiments ont été reliés par des corridors qui au début étaient seulement à l'air libre. Mais à la fin du XVIe siècle, l'ensemble du palais était parcouru de galeries, de promenades couvertes. Siècle après siècle, jusqu'en 1707, toutes les générations de Gonzague prennent part à l'extension du palais. 7 jardins, 8 cours et une multitude de bâtiments composent cette véritable ville de 34 000 mètres carrés. Cet ensemble architectural unique où s'enchevêtrent tant de styles constitue aujourd'hui le cadre d'un véritable voyage dans le temps. On passe ainsi, au hasard de la visite, du Moyen-Âge à l'époque classique ou de la Renaissance à l'époque baroque. Quand les Gonzagues prennent le pouvoir à Mantoue jusqu'à leur fief des Bonacolsi, le palais ducal possède déjà sa façade crénelée. Mais la puissance des armes ne suffit pas. Et comme les Médicis à Florence, c'est par la création artistique que les Gonzagues vont asseoir leur suprématie. Toutes les grandes familles italiennes de la Renaissance aimaient s'entourer d'artistes. Leur présence était une marque de prestige et renforçait leur rôle, notamment pour toutes celles qui n'étaient pas nobles. Pendant la seconde moitié du XVe siècle, le rôle de peintre officiel de la cour revint à Andrea Mantegna.
qui resta à la cour de Mantoue de 1460 jusqu'à sa mort en 1500. Pour la famille Gonzague, Mantegna réalisa la célèbre chambre des époux qui se trouve dans le château San Giorgio, l'un des bâtiments du palais ducal. Dans un espace fictif au décor inspiré de l'Antiquité classique, Mantegna exprime son goût pour la composition linéaire et son talent pour le rendu sculptural des corps et des visages. Les fresques évoquent le retour à la cour des Gonzague de Francesco après sa nomination comme cardinal et ses retrouvailles avec Ludovic II, duc de Mantoue, son père. Dans la scène de cour qui occupe l'un des murs de la chambre, on reconnaît clairement, grâce à la qualité de la facture du traitement des visages, quelques membres de la famille. Ludovic II, discutant avec son secrétaire de la lettre annonçant la nomination au rang de cardinal de son fils Francesco. Entourée de ses dames de compagnie, on reconnaît Barbara de Brandenbourg, l'épouse du duc. Avec cet ensemble de fresques, Mantegna honore plus qu'une commande à la gloire de ses maîtres, les ducs de Mantoue. Il réalise l'un des chefs-d'œuvre de la peinture du XVIe siècle. Revenus à bord du Michelangelo, nous poursuivons notre navigation en direction de l'Adriatique. Faible débit du fleuve, berge anormalement découverte, oblige le commandant à redoubler de vigilance. Le niveau de l'eau monte ou baisse très rapidement. La nature est vraiment imprévisible. La semaine dernière, par exemple, il a plu. L'eau est donc montée de 5 mètres et cette semaine, les 5 mètres ont disparu. Et si je pousse mes moteurs à fond, je ne peux pas aller plus vite. Les turbines tournent à vide et je fais du surplace. Pour la seconde fois depuis notre départ de Crémone, le Michelangelo s'engage dans une écluse. Une lente descente de quelques mètres et les lourdes portes d'acier nous ouvrent le chemin de la Vénétie. Dominant un paysage élargi, couvert jusqu'à l'horizon de cultures, notamment de vignes, nous naviguons sur un fleuve désormais surélevé et contenu à l'intérieur de digues destinées à protéger la plaine des inondations. Quelques kilomètres plus loin, guidés dans notre progression par des digues de pierre, nous pénétrons dans la lagune. Pendant quelques instants, nous naviguons protégés d'une mer passablement agitée par un mince cordon littoral, le Lido. Mais cette tranquillité n'est que passagère. Pour rejoindre Chioggia, notre prochaine escale, située à l'intérieur d'une autre lagune,
nous devons prendre la mer. Navire fluvial, le Michelangelo est doté d'un faible tirant d'eau, 1,50 m. Si l'absence d'une véritable quille assurant la stabilité du navire ne pose aucun problème pour naviguer sur les fleuves ou la lagune, il en va tout autrement sur la mer, surtout quand elle est agitée. Passer en quelques heures du calme plat de la navigation fluviale au souffle du grand large et aux vagues de l'Adriatique constitue sans aucun doute l'un des moments les plus excitants de ce voyage. Avec des creux plus importants, une telle aventure aurait été impossible et le Michelangelo serait resté bien à l'abri dans la lagune. Manœuvrant avec dextérité son navire ballotté par les vagues, le commandant met le cap sur Chioggia. Situé entre haute mer et lagune, contrôlant le trafic maritime et fluvial en direction de Padoue, Chioggia, jusqu'en 1380, quand elle passe sous domination vénitienne, est au cœur de la rivalité qui oppose Gênes et Venise pour le contrôle du commerce maritime avec l'Orient. Depuis l'époque romaine, la principale activité de Chioggia, c'est la pêche. Aujourd'hui encore, son port est considéré comme le plus important de la lagune. 6000 pêcheurs y déversent chaque jour 40 tonnes de poissons destinés au marché de Venise ou de Padoue. Chioggia conserve un charme et une atmosphère de village, avec ses quais encombrés de cordages et de filets et le linge flottant aux fenêtres des maisons, comme les pavillons au mât des voiliers. On ne vient pas à Chioggia pour ses palais et ses églises, mais pour flâner le long de ses canaux que peuple une flottille de petites barques colorées les bragozzo, ou pour se promener à la fraîcheur des galeries ombragées qui cheminent sous les maisons. Quittant la lagune, nous prenons la direction de Padoue, située à une quarantaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Donatello, Giotto, Galilée, Dante, Plutarque, tous ces artistes scientifiques ou écrivains universels, dont l'œuvre est pourtant attachée à l'histoire de Padoue, ne font pas vraiment recette. Celui que les milliers de pèlerins du monde entier viennent honorer chaque année, c'est Saint Antoine. Qu'est-ce que vous vendez le plus aux touristes? Oh, les touristes, ce qu'ils demandent le plus, ce sont les chandelles. Parce que Saint-Antoine, c'est le saint des miracles. Les gens qui viennent à Padoue, normalement, ils lui amènent des cierges. Et après, il y a des médailles, les statuettes, les porte-clés, les petits cadres, les chapelets de toutes sortes. Est-ce que vous croyez à Saint-Antoine?
Oh, pas plus que ça, pas beaucoup. Oh, parce que c'est pas que je ne crois pas à Saint-Antoine, mais en fait je ne crois pas à cause de tout ce qui se passe autour. Il y a certaines des choses qui ne devraient pas se faire. Mais en vérité, qui est Saint-Antoine? A-t-il réellement existé? Saint-Antoine a vraiment existé. C'est un Portugais né à Lisbonne en 1195. Il a vécu assez peu de temps à Padoue, mais est mort ici dans notre ville le 13 juin 1231. Il rentre dans les ordres à l'âge de 15 ans, dans le couvent des frères de Saint-Augustin. Il y passe 10 ans de sa vie à Coimbra, qui était à l'époque la capitale du Portugal. À l'âge de 25 ans, fasciné par la nouvelle philosophie franciscaine prônant la pauvreté, le jeune frère agostinien, pour se mettre au service des pauvres, devient franciscain sous le nom d'Antoine. Il est enterré dans cette église merveilleuse qui a été construite un an après sa mort. Il a été canonisé rapidement le 30 mai 1232 et on peut dire que son nom est indissociable de celui de Padoue. Loin de la foule et de l'agitation qui règne autour de la basilique Saint-Antoine, l'harmonie, la quiétude nous attendent à la chapelle Scrovegni. Dans un étonnant geste de dévotion, Enrico Scrovegni, un riche marchand padouan dont le tombeau occupe le fond de l'abside, décide de faire construire en 1303 une chapelle afin d'expier les forfaits commis par son père, un usurier dont parle Dante dans un chapitre de l'Enfer. En 3 ans seulement, Giotto réalise l'un de ses chefs-d'œuvre. Représentant la vie du Christ, l'ensemble de fresques s'intègre avec une harmonie parfaite à l'architecture. Par son approche de la représentation de l'espace, Giotto est l'un des précurseurs de la peinture occidentale. Dans un univers chromatique dominé par le bleu, il réalise une œuvre empreinte d'une grande humanité. Giotto invente un nouveau langage. Il ouvre la nouvelle perspective de la Renaissance qui place l'homme au centre de l'univers. Il saisit ainsi l'image et l'histoire de l'homme dans toute son humanité et sa vérité. Je crois qu'on peut s'attarder sur la fresque de la Grande Déposition. Et surtout sur la Madone, le regard de la Madone, qui à côté d'un Christ si humanisé, témoigne de cette grande révolution artistique accomplie par Giotto. Les traits sont réalistes. Ce sont les traits d'une femme qui souffre, d'une femme qui se rend compte de l'instant unique qu'elle vient de vivre. Elle offre à cet instant une image d'une grande force et d'une grande humanité. C'est la première fois que la peinture se dégage d'un langage difficile, éloigné de notre culture. Souvenons-nous qu'à Venise, à cette époque, tout est byzantin et que ce langage-là n'appartient pas à notre culture. Giotto réussit à peindre d'une façon telle que le peuple puisse comprendre.
Quittant Chioggia, nous reprenons notre navigation à l'intérieur de la lagune cette fois. Longue de 50 km, la lagune de Venise est née de la brusque montée des eaux qui suivit la fin de la dernière glaciation, il y a de cela 6000 ans. Peu profonde, 1 mètre en moyenne, la lagune contraint les nombreux bateaux qui s'y croisent à respecter des axes balisés par des groupes de pieux, les ducs d'Albe, ou briccole en italien. Poursuivant notre lente progression en direction de Venise, nous longeons au plus près les longues îles de Pellestrina et du Lido, qui séparent la lagune de l'Adriatique. Chassés par les Goths à l'époque médiévale, des habitants de la terre ferme débarquent sur ces îles, constituant ainsi le premier foyer de peuplement fixe de la lagune. Un doge y est élu en 726, mais c'est avec l'installation du doga, le gouvernement sur l'île de Rialto au Xe siècle, que va véritablement commencer sur des fondations en pierre sur pilotis l'édification de Venise. À partir de ces quelques îlots, va se développer la puissance maritime qui va dominer la Méditerranée pendant 5 siècles. Ça fait 30 ans que j'habite à Venise et regardez quel scénario. C'est tellement beau. Je crois qu'on est tous amoureux de Venise. Nous sommes dans un endroit magique, la pointe de la douane. Ici passaient tous les navires qui entraient dans le port maritime pour amener les marchandises. Et avant de se rendre au marché du Rialto, ils devaient payer des taxes. Ils devaient payer pour entrer et pour sortir. Et c'est pour cela que cet endroit s'appelle la Dogana del Mare, c'est-à-dire la douane maritime. Il ne faut pas oublier que nous n'avons pas de voiture. Tout se fait sur l'eau. Le port maritime joue un rôle très important ici. Les navires de croisière, dont l'activité est en plein essor, représentent un autre type de marchandises. Mais c'est quand même du commerce. Je veux parler du tourisme. Ici, tout se fait avec les bateaux. Et oui, je crois vraiment que le port maritime est très important. 6h30 du matin. Telle une épure d'architecte, la place San Marco affiche ses formes rectilignes. Les milliers de touristes qui envahissaient l'espace il y a quelques heures à peine dorment encore. 6h30, c'est l'heure où Venise se réveille, avec la gueule de bois comme un lendemain de fête, se livrant au regard des passants sans phare et sans faux-semblants. Les Vénitiens qui vivent et travaillent dans le centre historique sont chaque année de moins en moins nombreux. Près de 50 000 d'entre eux, n'ayant pas trouvé de logement ou d'emploi dans le tourisme, sont partis pour Mestre ou Padoue au cours des 30 dernières années. Franco habite le quartier d'Orsoduro. Chaque matin, il n'a qu'à traverser le grand canal en vaporetto pour se rendre au travail. Franco est gondolier.
Je suis obligé de prendre le Vaporetto, parce que j'habite sur une île. Et à Venise, c'est le seul moyen pour aller d'une île à une autre, parce que des îles, il y en a plus de 120. Venise a retrouvé son allure habituelle. La file d'attente pour visiter la basilique San Marco serpente déjà au milieu de la piazzetta. Ciao Mario Basana! Ciao Mario! Une fois habillé, Franco se rend à la station de gondole. Chaque gondolier possédant un numéro, il suffit donc de prendre son tour. L'attente n'est jamais très longue. À cette station de gondole, nous sommes 58 gondoliers à travailler. Mais au total, nous sommes à Venise 405. À qui appartiennent les gondoles? La gondole appartient exclusivement aux gondoliers. C'est ainsi. Il y a un règlement qui est en vigueur depuis je ne sais pas combien d'années. Il a été créé à une époque très ancienne et il établit que le gondolier doit être propriétaire de la gondole. La corporation des gondoliers est très fermée et les licences sont le plus souvent attribuées de père en fils. On est loin du XVIIIe siècle quand la ville comptait 14 000 gondoles. Il est vrai qu'à cette époque, elle constituait l'unique moyen de transport. Réservée aujourd'hui au tourisme, la gondole servait à l'origine au transport des denrées depuis les marchés jusqu'au palais. Du fait de sa forme asymétrique, elle exige une dextérité dans la manœuvre qui ne peut s'acquérir qu'au cours d'une longue expérience. Le premier jour, j'ai commencé avec mon grand-père qui était gondolier. Et ensuite avec mon père qui appartenait lui aussi à une famille de gondoliers. Ma première expérience, je l'ai faite là, à l'avant de la gondole. Il y avait un trou avec une forcola. C'est la fourche sur laquelle s'appuie la rame, mais beaucoup plus petite. Et c'est comme ça qu'étant enfant, je me suis entraîné à manœuvrer la rame dans l'eau. Ciao, ciao Piero! La gondole est un moyen de transport qui est né en même temps que la ville de Venise. Les premières gondoles ont été construites il y a 1100 ans. Elles sont idéales pour manœuvrer dans les petits canaux, contrairement aux bateaux à moteur de plus en plus nombreux. Le problème, c'est que les canaux sont toujours aussi petits, alors que les bateaux deviennent de plus en plus grands. Asa stai, Doni? Así estar. Muy en miseria. Ciao Paolo. Arie che si afferma, Arie. E asa in gondola e addormiva sul mio braccio. Perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Oggi sono padrone della mia vita e la voglio vivere sempre più. Voga e va, voga e va. Gondoliere, vecchio gondoliere. Canta il coro, non posso andare più via perché Venezia mia. Ciao, ciao, ciao.
Oubliez le silence de la navigation en gondole sur les petits canaux de San Marco. Vaporetto, motoscafo, taxis et bateaux en tout genre se doublent et se croisent tout au long du Grand Canal, l'avenue qui, sur près de 4 km, serpente au travers de Venise. Au cœur du paisible Dorsoduro se trouve le Squero di San Trovaso, le plus ancien chantier naval pour gondoles de Venise. Il n'y a plus que 5 squeri pour entretenir et réparer les 400 gondoles de Venise. Quant aux commandes d'embarcations nouvelles, elles sont de moins en moins nombreuses. On construit 2 ou 3 gondoles par an, pas plus. Elle est faite presque exclusivement à la main. On utilise quelques machines, mais ça reste une création artisanale. Le prix varie en fonction de la finition. Nous construisons tout d'abord des modèles de base. Après, il y a le décor, les rames, la forcola. L'ensemble, ça peut coûter aux environs de 150 000 francs. Les dimensions sont à peu près toujours les mêmes. 11 mètres de longueur sur 1,40 m de largeur. Chêne, noyer, orme, cerisier, mélèze ou tilleul, il faut 280 pièces de bois pour faire une gondole et une seule pièce de métal, le fer, qui surmonte la proue de la gondole. Il symbolise la ville. La partie supérieure représente le chapeau du doge. Les 6 dents représentent les 6 quartiers de Venise, parce que Venise est séparée en 6 parties. La dent isolée représente l'île de la Giudecca. La partie qui épouse la proue, c'est le Grand Canal. Et entre le chapeau et les 6 parties, il y a le pont du Rialto. C'est le doge qui décida, à partir de 1600, que les gondoles devaient être toutes semblables. Elles étaient devenues de plus en plus richement décorées. Alors, quand Venise connut la crise, le doge décida que dorénavant, elles seraient toutes semblables. Naviguer sur le Grand Canal, c'est feuilleter une à une les pages grandeur nature d'un ouvrage d'art consacré à l'architecture byzantine, gothique, renaissance, classique ou baroque. Un ensemble architectural unique où églises et palais comme autant de richesses accumulées témoignent de 5 siècles de puissance maritime et commerciale. Indissociable du Grand Canal, qu'il fut pendant longtemps le seul à enjamber, le pont du Rialto est demeuré depuis sa construction en 1591 l'une des figures emblématiques de Venise. Cœur commercial de la cité depuis plus de 1000 ans, le quartier du Rialto a su garder, malgré l'afflux de très nombreux touristes, une véritable authenticité.
quelques encablures du Rialto, sous une halle néo-gothique donnant sur le Grand Canal, se tient le marché aux poissons, approvisionné chaque matin par les arrivages en provenance des ports de la lagune et notamment de Chioggia. È più bella do pescato, cietate lì, voglio, è mala vita. Ya che li battemmo, è una via. Acciughe, aglio, via. Juste en face du marché, sur la rive opposée, le Cadorro, le plus célèbre des palais du Grand Canal, affiche le mariage harmonieux de ses colonnades gothiques et des détails de sa décoration byzantine. Construit en 1442, il doit son nom aux dorures qui recouvraient sa façade à l'origine. De nombreuses façades de palais du Grand Canal étaient au XVIe siècle recouvertes de fresques et de peintures. Mais contrairement au Cadorro, ces ornements servaient le plus souvent à masquer les défauts des matériaux et à unifier l'aspect du bâtiment. Avec des huiles pigmentées et des vernis, on rehaussait ainsi le coloris des briques et des pierres, tout en les protégeant. À force d'admirer les façades des palais vénitiens qui bordent le Grand Canal, nous n'avons pas résisté à l'envie d'y pénétrer. Quel secret protège ces murs qui abritèrent les fêtes licencieuses de la Cité des Doges et les soirées de carnaval? Que reste-t-il de l'esprit de Casanova, symbole de la Venise du XVIIIe siècle, véritable capitale du plaisir? Issu de la vieille aristocratie vénitienne, le comte Targhetta d'Odifre nous reçoit dans son palais. Les D'Odifre ont été faits comtes en 1054 et ils ont été à la première croisade, dite la croisade de Saint-Louis. Donc mes parents sont les D'Odifre Paquier qui ont été faits ducs par Louis-Philippe. Et puis il y a aussi les marquis d'Odifre. Et tandis que moi, je ne suis que comte parce que c'était le nom le plus ancien. Chambre à coucher exubérante, possédant probablement, comme la plupart des palais vénitiens, une porte dérobée, une entrée secrète. Mobilier de grande facture, sculptures et bibelots, le comte Targhetta vit dans un décor somptueux, reflet des fastes d'autrefois. Mais plus que tous ces trésors, ce qui relie le comte à Venise et à son histoire, ce sont les fastes du carnaval. Michele, s'il te plaît, peux-tu m'ouvrir cette armoire ? Tu peux me passer celui-là ? Celui-là, c'est un chapeau dans le style Renaissance italienne. On le portait comme ça à l'époque de Roméo et Juliette. J'ai quelques costumes d'époque. Seulement, très souvent, quand on les porte, ils se défont parce que la soie, le taffetas est tellement délicat. Et les autres sont des costumes de hasard, des costumes qu'on m'a fait cadeau, des costumes que j'ai fait moi-même. Alors, il y a le gilet, et par derrière, quand les nobles avaient trop mangé, le domestique ouvrait le domicile.
ouvraient le dos du gilet, tandis que les bourgeois se déboutonnaient le gilet. Et par exemple, un jour, il y avait eu l'Aqua Alta, alors il y avait 5 cm d'eau. J'arrive jusque-là en pensant que je serais retourné en arrière pour faire le tour de la maison. Passe un jeune ouvrier, assez costaud, de 25 ans, je vois qu'il jette par terre ses souliers et ses bas, et il dit « montez-moi dessus ». Il me fait passer de l'autre côté, et je lui ai dit « mais je vais au moins vous donner pour un paquet de cigarettes, un verre de vin ». « Non, non, au revoir », il passe. Pour moi, Viva Venise, je l'aime avec la pluie, avec la neige, avec même les défauts. Quand il y a, j'arrive en train et il y a des fois cette odeur de la lagune que les gens peuvent trouver désagréable. Pour moi, c'est comme un cheval quand il s'approche de l'écurie. Il aime l'odeur de l'écurie. Notre voyage à Venise s'achève là où il a commencé, sur la place San Marco. Les rayons du soleil couchant éclairent la façade de la basilique et font briller de 1000 feux les mosaïques qui rappellent que Venise fut pendant longtemps l'un des joyaux de l'Empire byzantin. Après 1000 ans d'une histoire au cours de laquelle la cité des Doges n'a jamais cessé d'exercer sa fascination, quel destin se profile à l'horizon? Venise, ville contre nature comme l'appelait Chateaubriand, attire chaque année des millions de touristes venus du monde entier. Vont-ils peu à peu transformer la cité commerçante en musée à ciel ouvert? Et combien de temps encore la mer préservera de la disparition cette cité dont elle a forgé la puissance et la beauté?